Bienvenue dans le podcast Lecteur Europe, le podcast qui parle d'influence dans la bulle européenne. Pour ce troisième et final épisode, nous explorons l'impact de l'intelligence artificielle, de la désinformation aux chambres d'écho et aux stratégies d'influence. Nous verrons comment l'enjeu n'est plus tellement le bruit informationnel, mais plutôt sa légitimation progressive au sein des écosystèmes médiatiques et politiques. Alors si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, car nous sortons un épisode toutes les semaines. Bonne écoute! Il y a un autre sujet dont tout le monde parle, limite c'est assez banal, tu l'as rapidement mentionné, mais c'est l'intelligence artificielle, Tout à fait. la création de contenu qui se démultiplie, les institutions qui sont un peu, en tout cas, dépourvues, noyées. Comment tu vois en fait cette nouvelle technologie qui est venue complètement chambouler les espaces de communication et comment ces différentes institutions s'adaptent par rapport à ça? Ouais, je pense qu'avant, l'espace était assez simple. On avait les contenus organiques, on avait les contenus publicitaires ou sponsorisés. C'était assez clair à la lecture, c'était démarqué plus ou moins visuellement. Maintenant, il y a deux phénomènes qui sont mis en place. On a des législations plus strictes au niveau européen qui ont poussé des acteurs tels que Google ou Meta à interdire quelque part la publicité politique parce que c'était plus simple pour eux. Donc l'espace organique, l'espace payant. Donc, on a vu que l'espace payant était en train de disparaître pour différentes raisons. Maintenant, ce qui est devenu facile, je pense notamment à la désinformation. La désinformation a toujours été quelque chose d'assez marquant et qui s'est renforcé au fur et à mesure des années. Mais avant, ça demandait un certain investissement pour quelqu'un qui voulait envoyer de la désinformation de manière crédible, brouiller les pistes, etc. Ça demandait énormément de budget. Maintenant, je pense que les choses ont vraiment changé avec l'IA. On voit une multiplication des plateformes de faux blogs, de fausses sources d'informations, de faux médias qui popent un peu partout et qui vont aller réétayer des messages ensemble. Cette tendance-là, elle a toujours existé, mais elle est devenue vraiment incontrôlable avec l'IA. Par rapport à cet enjeu-là, je pense que l'Union européenne doit juste voir ça tel que savoir que c'est du bruit, mais pouvoir aussi se dire, OK, on a une forme de réassurance dans la donnée, dans l'analyse de la donnée sur une gestion temporelle à travers les années, à travers les mois, et pouvoir se dire, OK, on observe certaines tendances qui sortent quelque part de ces plateformes obscures, de ces réseaux obscurs, de ces communautés obscures, pour devenir légitimes au fur et à mesure du temps. La légitimisation du propos, c'est vraiment un enjeu clé. On doit avoir cette capacité à voir quand le bruit devient institutionnalisé. Et là, les méthodologies aussi qu'apporte l'ICTER peuvent être très importantes. Je pense aussi à l'OSINT qui peut être vraiment clé pour déterminer sur le long terme comment différents propos sont sémantiquement rapprochés, voir quelles sont les origines potentielles d'un propos, voir aussi si ça vaut la peine de réagir à un propos ou pas, parce qu'on atteint un seuil où peut-être qu'on va rentrer dans ce moment d'institutionnalisation où un média qui a de la crédibilité va reprendre le propos sans se rendre compte qu'en fait, la source n'est pas forcément là. Ok, hyper intéressant. Et justement, tu disais on peut pas aller partout. Il faut faire des choix. Que ce soit en termes de territoire de communication, que ce soit en termes d'influenceurs, que ce soit en termes de même il faut choisir ses combats. Les différentes intelligences artificielles qui sont venues ont aussi soulevé cette question de des choses qui existaient déjà mais qui ont été amplifiées autour des chambres d'écho. C'est un concept que je connaissais bien sûr, mais j'ai été étonné de voir à quel point ça ressortait, en tout cas sur ces sujets en fait d'affaires européennes. Parle-nous un petit peu de ce sujet autour des chambres d'écho. Ouais, je pense que c'est vraiment un enjeu assez clé, et on revient à ce qu'on disait quelque part sur la communication large, qui risque au final de ne toucher personne. C'est que, on a ce mécanisme où, les gens vont toujours, être fidés par les algorithmes sur les mêmes sujets, par les mêmes personnes, et ça va être très dur pour eux d'obtenir une information qui sorte du cadre habituel. Donc quelqu'un qui va prendre la majorité
majorité de ces informations sur TikTok, par exemple, ne va pas pouvoir avoir accès à une information en ligne directe des institutions européennes parce qu'ils n'y sont pas présents. À partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on peut contrer ça? On sait que TikTok, sur les 17-25 ans, c'est 40% des 17-25 ans de cette génération-là qui utilisent TikTok comme première source d'information. Ils vont recouper avec d'autres sources, etc. Mais c'est vraiment la source majeure. À partir de ce moment-là, il va falloir pouvoir se dire, OK, la commission, par exemple, ne peut pas y aller si c'est un sujet, parce qu'on sait l'enjeu chinois, etc. Comment est-ce qu'on peut quand même toucher ces jeunes sans rentrer en porte-à-faux par rapport à la politique qui est portée à l'européen, par rapport à TikTok, sa légitimité, le risque qu'il représente pour la santé, pour les jeunes, etc. Et je pense qu'un déni total de l'existence de TikTok, ils ne peuvent pas se le permettre, évidemment. Et du coup, l'identification de porteurs de messages, parce qu'on revient de nouveau sur l'influenceur, qui soit compatible avec les valeurs européennes et qui aille s'ancrer dans des écosystèmes où on sent qu'il y a quand même une possibilité de venir porter un discours raisonnable et raisonné. Ça peut être très intéressant et ça peut créer un intérêt qui serait pas né autrement, en fait. Le chiffre est énorme que tu disais de cette tranche en fait de la population qui est hyper jeune, qui a pour première source d'information des réseaux sociaux comme TikTok. C'est quoi le risque aujourd'hui au niveau de nos institutions, au niveau des différentes corporations, de faire face à cette tranche de population qui s'informe que sur TikTok? En fait, je pense que le risque, on l'a dit, c'est vraiment ce cloisonnement de l'espace informationnel, l'espace communicationnel. C'est qu'à un moment, on pouvait, si on revient 15 ans en arrière, c'était quelque part un luxe de se dire on va aller sur Twitter. C'était pas un fait, on pouvait se permettre de se dire on va pas aller dessus. Maintenant, on n'en est même plus là, en fait. C'est chaque réseau social qui existe commence à avoir une connotation en termes de tranche d'âge qui va toucher, une connotation en termes de type de message qu'on peut y diffuser, des orientations politiques propres. Par exemple, je disais Blue Sky tout à l'heure, mais on a vu que Blue Sky avait tendance à glisser fort à gauche, alors que X est tombé totalement dans la droite extrême. Et donc, on a vraiment cette nécessité, quand on doit parler à l'électeur, au final, parce qu'il s'agit de ça, de pouvoir s'ancrer d'une manière ou d'une autre sur ces différentes plateformes. Et c'est intéressant parce que nous, il y a justement, tu parlais ces différentes plateformes, Blue Sky, X. Moi, j'ai l'impression, en tout cas, quand on y fait différentes études sur Lictor, qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent de plus en plus de choses sur LinkedIn. C'est LinkedIn qui a le plus bénéficié, en tout cas, de ces différents changements. C'est aujourd'hui un espace stratégique pour les entreprises qui, d'ailleurs, investissent énormément dans leurs leaders et employés advocacy, qui se disent en fait ma réputation de marque, bien qu'elle soit un peu plus policée sur LinkedIn, c'est là où je dois aller. Est-ce que c'est un peu les mêmes constats qui sont faits sur les sujets un peu plus autour des équipes européennes? Comment ça se passe? Oui, exactement. Là, on le voit vraiment dans l'espace politique européen. Il y a eu aussi un basculement vers LinkedIn, quelque part peut-être aussi d'organisations qui étaient désabusées de Blue Sky ou Mastodon, en voyant que ça prenait pas forcément la même direction, le même succès qu'avait pu avoir Twitter à l'époque. Je pense que quand même la nuance aussi et le retour aux chambres d'écho est quand même assez important. C'est que c'est un espace communicationnel qui est très important, qui se renforce. Moi, je suis agréablement surpris de voir qu'avant, c'était un peu la plateforme des bisounours, LinkedIn. Tout le monde appuyait le propos de l'autre. Il n'y avait pas vraiment de débat d'idées. Il commence à y avoir du débat d'idées, mais par contre, on reste quand même sur une plateforme qui est assez exclusive pour des gens diplômés avec un certain niveau de formation et qui ont déjà des idées assez établies, qui sont aussi en général plutôt de droite. Et donc, en fait, on a aussi quelque part un biais dans la perception qui fait qu'on ne pourra jamais considérer que LinkedIn va devenir la plateforme ultime pour le débat politique parce qu'on se coupe de toute une série d'idées, on se coupe de toute une série toute une caste de population aussi, ce qui ne correspond pas du tout aux valeurs démocratiques quelque part. Il y a un gros sujet, en tout cas, dont tout le monde parle. Il y a énormément d'études sur le sujet, la désinformation et comment les différentes institutions, du coup, s'adaptent par rapport à ça. Quels sont
leur moyen de contrer ces aspects-là. En ce moment, on cite beaucoup le compte X de l'ambassade, qui est géré par le Quai d'Orsay de French Response. Mais concrètement, ça touche à un sujet plus large. Comment on fait aujourd'hui pour lutter contre la désinformation qui peut être faite, que ce soit une institution européenne ou même une entité privée? Ouais, c'est un enjeu crucial. Je sais que la commission travaille beaucoup autour de ces aspects-là, les institutions aussi en général. Ils doivent maîtriser quelque part le flux d'informations et ses origines. On revient aussi au contexte géopolitique, hein, ce qui se passe avec la Russie, les ingérences, etc. Maintenant, avec les États-Unis aussi, ça pourrait prendre un caractère, on ne sait pas vers quoi ça va aller. Et du coup, oui, c'est un enjeu crucial. Sur les méthodes qui sont mises en place, je pense que l'essentiel, c'est toujours la même chose, c'est d'écarter le bruit le plus possible dans un premier temps et pouvoir aussi se dire qu'on a un historique qui est vraiment continu à partir du moment où on travaille avec un client donné sur un sujet donné, s'assurer que l'historique est emmagasiné pour pouvoir aller retracer les sources d'informations à l'instant T où on voit que quelque chose devient un peu suspect et rentre sur les radars. Notre rôle, à nous évidemment, c'est de repérer ce sujet avant que ça démarre sur une crise ou que ça prenne un caractère disproportionné. Mais l'origine est très importante parce que c'est ça aussi qui va permettre de distinguer le type de désinformation qui est quelque part une coquille vide totale sur laquelle l'intervention va juste lui apporter de la crédibilité et va être contre-productive, du type de désinformation qui s'institutionnalise, j'en parlais tout à l'heure, et qui du coup est vraiment demande un contre-narratif assez fort et assez maîtrisé. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker et à nous dire en commentaire qui vous aimeriez voir dans le prochain épisode. Et surtout, abonnez-vous car nous sortons un épisode par semaine. À la semaine prochaine!